présence en grand nombre aujourd'hui. Remerciements aussi au comité de droit autochtone et comité du droit de l'environnement des étudiants de la faculté de droit de l'Université de Montréal qui ont beaucoup aidé pour la diffusion de cet événement. Avant que je présente notre conférencière, quelques petits détails logistiques. Cette conférence est reconnue comme une formation continue pour le barreau. Après la conférence et la période de questions qui suivra immédiatement, les listes de présence vont circuler, donc vous pourrez signer vos noms afin que la reconnaissance soit officialisée. Un autre point important, j'aimerais d'abord commencer par lire une déclaration de reconnaissance des territoires autochtones, une déclaration qui a été formulée par mes collègues professeurs Jean Leclerc et Michel Morin, qui sont des experts en droit autochtone, et aussi par Marie-Pierre Bousquet, qui est directrice des programmes en études autochtones et professeure au département d'anthropologie de la Faculté des arts et des sciences de l'université. L'Université de Montréal est située là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur des rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones, et la Confédération Haudenosaunee. Excusez-moi. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. Alors maintenant, permettez-moi d'accueillir notre conférencière. Je suis vraiment très reconnaissant et enthousiaste qu'elle ait accepté l'invitation. Maître Elizabeth Patterson, qui est avocate et associée chez Dion Schultz. Elle pratique principalement en droit autochtone et commercial. Elle représente des entités autochtones, gouvernements, entreprises et organisations à but non lucratif. Maître Patterson conseille les clients en matière de gouvernance, d'obligation de consulter les autochtones, de processus d'octroi d'autorisation environnementale et aussi relativement à la protection de la culture autochtone et des renseignements personnels. Elle rédige et négocie aussi divers types de contrats commerciaux. Elisabeth est impliquée dans des projets de formation et de réforme juridique en Amérique latine, notamment avec Avocats sans frontières Canada, et a travaillé sur un dossier devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Elle travaille en français, en anglais et en espagnol. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'aimerais remercier l'Université de Montréal de l'invitation, la faculté de droit, aussi les étudiants, le comité de droit de l'environnement et droit autochtone. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici parmi vous et de voir autant de gens intéressés par le sujet. Je pense qu'au fil des dernières années, effectivement, il y a un engouement de plus en plus parmi les juristes, étudiants et praticiens et universitaires. Donc, ça, c'est sûr que ça nous fait très plaisir, ceux qui travaillent dans le domaine. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de aborder la question de l'obligation de consulter. J'ai présenté ça de façon j'ai essayé de le présenter de façon assez simple pour ceux qui seraient moins familiers avec le droit des Autochtones. C'est quand même un sujet assez précis. Et faire le lien avec le processus d'autorisation environnementale, parce qu'en fait, les deux se côtoient, se chevauchent, interagissent. Donc, je pense que ça peut être intéressant tant pour ceux qui travaillent en droit de l'environnement, qui sont intéressés par le droit de l'environnement, que les personnes qui sont en droit autochtone. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont plus du côté, par exemple, du gouvernement ou des entreprises ou des communautés autochtones, mais je pense qu'il y a certaines recommandations par rapport à chaque côté, si on veut. Quand on est en pratique privée, souvent on pense un peu comme ça, de quel côté on est. Mais certainement que les universitaires sont davantage neutres. Donc, bref, j'espère vous apporter certains points d'éclaircissement. Et je vais vous donner quelques exemples de notre pratique, de mon bureau. Aussi, il y a eu beaucoup de mouvements, en fait, tant au niveau provincial que fédéral sur ces questions-là. Dans les 3 dernières années, donc c'est pas fini non plus, on est un peu en plein milieu.
de ces modifications législatives-là, donc je vais en parler un peu. Et puis, finalement, juste faire une petite conclusion rapide. Donc, fondamentalement, l'obligation de consulter les communautés autochtones provient du fait que les Autochtones étaient en fait là avant les Européens. Donc, c'est leur occupation du territoire qui justifie le fait que, par exemple, s'il y a un projet qui est fait dans un territoire donc, traditionnel, pas sur une réserve, mais sur un territoire traditionnel, qu'il y a une obligation de consulter les communautés affectées. Donc, effectivement, encore maintenant, dans le droit britannique, lorsqu'une puissance colonisatrice, en l'occurrence l'Angleterre, occupait ou venait dans un nouveau territoire, les droits, donc au niveau vraiment juridique, les droits des peuples qui occupaient le territoire avant persistent jusqu'au moment où finalement ils sont éteints par le biais d'un traité, par exemple dans le cas d'un traité entre la couronne et les communautés autochtones. Donc c'est vraiment la base finalement du fait qu'il y a une obligation de la part de la couronne de consulter les communautés. Les droits ancestraux donc, qui datent d'avant l'arrivée des Européens ont été reconnus. Ils étaient déjà là, disons, dans la jurisprudence timidement, mais ils ont été reconnus par la Constitution donc, de 1982. Donc, il y a toute une section sur les droits ancestraux et les droits issus de traités. Donc, ceux-là n'ont pas été créés par la Constitution, mais bien reconnus, et c'est de cette façon-là que c'est écrit dans la Constitution donc, de 1982. Souvent, les gens vont me demander, c'est quoi la différence entre la consultation publique, par exemple, et la consultation des Autochtones. Donc, on imagine que c'est toute de la consultation. Mais en fait, c'est très, très différent parce que la consultation des Autochtones est basée sur des droits qui sont reconnus constitutionnellement. Donc, même une loi, par exemple, qui ne reconnaîtrait pas cette obligation-là ou qui irait carrément à l'encontre de l'obligation de consulter ne serait pas valide. Alors que si, par exemple, demain, on éradiquait l'existence du BAP, je ne me suis pas penchée sur la question, mais il y a peut-être des recours constitutionnels indirects, mais disons que ce n'est pas très clair qu'il y a un droit à la consultation dans la Constitution canadienne. Donc, c'est vraiment deux choses très différentes, même si ça peut se passer en même temps, ou il peut même avoir un certain changement au niveau de la consultation qui est faite elle-même. Juste pour, je ne sais pas à quel point vous pouvez bien voir la carte, mais en fait ça c'est, donc ce que je disais c'est que les droits ancestraux subsistent jusqu'au moment où ils sont éteints ou transformés. Maintenant on parle moins d'éteindre les droits lorsqu'il y a un traité. Mais pour vous donner une idée, il y a quand même, en fait, la plupart du territoire canadien est déjà couvert finalement par des traités. Donc, la première carte, c'est les traités historiques, donc qui sont passés au 19e siècle jusqu'à peu près les années 20. Et ensuite, la deuxième carte, c'est les traités modernes, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexes que les traités historiques, qui parfois faisaient 3 paragraphes. Donc, les traités modernes, comme par exemple la Convention de la baie James, qui est, on peut le voir ici, c'est en mauve, qui couvre donc les Cris et les Inuits, suite au développement, ou dans le contexte du développement hydroélectrique de la baie James. Ça, c'est des traités modernes. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, quand on parle de droits ancestraux, qui n'ont donc pas été touchés par des traités, il reste principalement que le sud, la partie qui n'est pas couverte par le mauve au Québec, et la Colombie-Britannique. La plupart, il y a certains traités modernes en Colombie-Britannique, mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup de traités. Donc, il y a, en fait, et on peut le voir, il y a quand même beaucoup de décisions, vous l'avez peut-être remarqué,
beaucoup des décisions qui s'en vont jusqu'en Cour suprême proviennent de la Colombie-Britannique parce que finalement, il n'y a pas eu de traité. Donc le droit est peut-être, ou les droits des Autochtones sont moins clairs, et ce qui produit des tensions et des affrontements, notamment juridiques. Bon, pas tout à fait à jour, mais les communautés n'ont pas changé tant que ça en 9 ans. Donc ça, c'est juste pour rappeler finalement que le territoire québécois et ça, c'est les communautés elles-mêmes, donc les réserves, si on veut, ou les villages autochtones, donc de 11 nations différentes. Mais en fait, pour chacune de ces communautés-là, il y a un territoire traditionnel qui généralement entoure ces communautés-là. Et pas mal tout le territoire est couvert finalement par des revendications de droits ancestraux au Québec. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit où, si par exemple un promoteur souhaite faire un projet, qu'il n'aura pas du tout à se poser la question, est-ce que finalement mon projet pourrait avoir un impact sur des communautés autochtones. Donc, l'obligation de consulter, comme je le disais tantôt, ça provient finalement de la source, c'est de la Common Law et du fait que les communautés étaient installées au Canada ou sur le territoire du Canada avant l'arrivée des Européens. Et ça a été codifié, si on veut, ou reconnu par la Constitution en 1982, qui a cette obligation-là de consulter. Ça n'a pas été clair pendant un bout de temps, là, entre 82, je dirais, et 2004. C'est avec la décision Haida que ça s'est vraiment clarifié que, en fait, les compagnies n'avaient pas d'obligation de consulter, que c'est vraiment l'État, donc l'État fédéral, mais aussi l'État provincial. Généralement, les municipalités n'ont pas d'obligation de consulter. Ça va être l'organisme, plutôt le ministère ou fédéral ou provincial qui est responsable de telle ou telle décision. Quand est-ce que l'État doit consulter? Quand est-ce que l'obligation naît? En fait, c'est lorsque l'État a connaissance de l'existence d'un droit ancestral ou issu de traités. Et par connaissance, on va pas que... c'est pas qu'une connaissance réelle, mais ça peut être imputé aussi. Et c'est un droit qui est revendiqué. Il faut que la revendication soit crédible. Donc, ils ne sont pas obligés de prendre en compte une revendication qui ne serait pas crédible, mais par contre, le droit n'a pas besoin d'être prouvé non plus. Donc, le seuil pour finalement générer cette obligation de consulter est quand même assez bas dans la jurisprudence. Et que l'action de l'État, donc généralement par exemple l'octroi d'un permis ou d'une décision, un certificat, etc., pourrait avoir un effet négatif sur le droit revendiqué. Donc à ce moment-là, l'obligation de consulter naît. Puis quand on parle des droits ancestraux, par exemple, ça peut inclure une gamme quand même assez élargie de droits. C'est sûr que les droits les plus, peut-être, qui semblent plus évidents là, au niveau de l'imaginaire ou de ce qu'on sait, ce serait par exemple un droit de chasse ou de pêche, qui sont un peu les activités traditionnelles qu'on connaît pour les Autochtones, mais il n'y a pas nécessairement d'obligation que ce soit des activités traditionnelles en soi. De façon générale, les tribunaux ont reconnu que des droits ancestraux ne sont pas figés, donc on ne doit pas avoir une conception figée du droit ancestral. Il peut se manifester de façon moderne, donc ça se transforme. C'est basé sur une pratique ancestrale au moment du contact avec les Européens, mais exprimée de façon moderne. Donc, quand on parle l'obligation de consulter
Et clairement, c'est la couronne, donc l'État, qui a cette obligation-là. Par contre, et là, ça va être une grande partie de la présentation, c'est la question de lorsqu'il y a un organisme qui est en charge, ou qui mène le processus d'évaluation environnementale, ou qui gère en quelque sorte ce processus-là, est-ce que la couronne peut se fier sur le processus et sur l'organisme de réglementation qui chapeaute la décision, et dans certains cas qui a le dernier mot par rapport à la décision. Donc c'est finalement l'organisme lui-même qui va octroyer par exemple un permis de construire un pipeline ou tel projet qui permettrait à un projet d'un promoteur d'aller de l'avant. La question est encore un peu floue, et en fait ça va être je vais en parler, donner des exemples concrets. Généralement, effectivement, la couronne peut s'en remettre au processus qui a été établi par l'organisme, et même finalement l'obligation de consulter peut être faite par l'organisme, mais il faut que ça soit clairement mandaté par la loi. Donc il faut vraiment voir la loi qui a créé cet organisme-là. Il faut que ça soit clair, et il faut aussi que la couronne informe très clairement, ce qui n'est pas toujours le cas, les Premières Nations du fait qu'elle est en train de remettre que l'obligation de consulter va être déléguée en quelque sorte à l'organisme. La couronne reste responsable, donc si c'est mal fait, c'est elle qui va finalement subir les conséquences. Et c'est ça, c'est sûr que il y a eu plusieurs décisions récentes, en fait, je les nomme ici, qui ont confirmé. Clyde Rivers, c'est la Cour suprême, chez Boyle Thames en 2017, donc c'est quand même très récent, parce que c'était pas clair. Et ces deux décisions-là de la Cour suprême sont venues confirmer qu'effectivement, la couronne peut se fier à la consultation faite par l'organisme, mais ultimement, c'est quand même la couronne qui reste responsable. Donc c'est un jeu risqué, disons, de se fier à l'action d'un tel organisme. Et là, je mentionne la décision de celle qui est celle en fait de Trans Mountain Pipeline, donc la Cour d'appel fédérale, récemment, l'été dernier, où finalement la décision a été que l'ONE, donc l'Office national de l'énergie, n'avait pas suffisamment consulté, et la couronne s'était fiée sur cette consultation-là, et elle n'était pas satisfaisante. Donc finalement, au final, tout doit être fait. Donc c'est un risque à prendre de procéder de cette façon. Il y a un autre aspect de délégation qu'on retrouve en pratique énormément. Finalement, lorsqu'on parle de projets avec des promoteurs, ceux qui sont sur le terrain, que ce soit au début d'un projet, par exemple dans un projet minier, les premières activités d'exploration qui se font, c'est vraiment le promoteur qui souhaite finalement que ça se fasse. Donc, lui va souvent être en contact avec les communautés autochtones tout au long du processus finalement de développement du projet. Et donc, il y a un certain aspect de délégation de l'obligation de consulter, notamment au niveau de bénéfices qui sont donnés au niveau de l'accommodement qui peut être donné à une communauté. Mais les tribunaux ont été assez clairs que la couronne ne peut pas déléguer aux tiers, finalement, aux compagnies qui souhaitent faire des projets. La couronne peut déléguer certains aspects procéduraux, comme fournir de l'information, collecter de l'information, mais ultimement, là encore, c'est vraiment la relation de confiance est entre la couronne et les peuples autochtones, et donc c'est la couronne qui a cette responsabilité ultime. Du côté des peuples autochtones, qui doit être consulté?
Est-ce que c'est des individus? Est-ce qu'il y a certains individus qui peuvent revendiquer certains droits? Ça, c'est assez clair que, en fait, ce sont des droits collectifs, donc ce ne sont pas des droits individuels. Donc, c'est vraiment la communauté. Par contre, même au niveau du droit collectif, traditionnellement, parfois, ça pouvait être des familles, par exemple, qui avaient des droits territoriaux, et que c'était vraiment, on arrive à clairement identifier le clan ou la famille qui utiliser le territoire et qui, en quelque sorte, ont des droits de propriété ou aussi des responsabilités face au territoire. Donc, dans certains cas, on peut se poser la question, ben, est-ce que le gouvernement, par exemple, doit consulter seulement les familles concernées plutôt que le gouvernement local, disons, le conseil de bande, le gouvernement autochtone de la communauté? Généralement, c'est assez accepté que c'est plutôt le conseil de bande, finalement, donc le gouvernement de la communauté concernée qui doit être consulté. Mais assez souvent, des efforts vont être faits de vraiment intégrer une participation plus accrue et par exemple des bénéfices plus accrus lorsqu'il y a des ententes qui sont signées avec la famille concernée, parce que c'est vraiment cette famille-là, finalement, qui est affectée par le projet. Après, comme vous le savez peut-être, il y a certaines communautés qui sont représentées en quelque sorte par un conseil tribal de leur nation. Si on pense au CRI, par exemple, le gouvernement de la nation CRI joue un rôle important au niveau des négociations avec le gouvernement ou avec les promoteurs. Et ils regroupent finalement 10 ou 11 communautés CRI. Mais là encore, souvent, le promoteur et le gouvernement vont davantage se tourner vers la communauté elle-même, donc la communauté qui est davantage affectée par le projet. Mais il peut y avoir un certain chevauchement, et parfois, j'ai pu remarquer en donnant des conférences ou des rencontres avec des compagnies, que pour eux, ça devient assez mélangeant et complexe de savoir avec qui est-ce qu'ils doivent négocier. Ils pensaient qu'ils avaient négocié avec la bonne entité, et là, ils se retrouvent à voir qu'en fait, il y a un autre niveau de gouvernement régional, par exemple, où ils pensaient qu'ils négociaient avec le gouvernement régional et que c'est ça qu'il fallait faire, mais en fait, ça va être davantage la communauté ou même une famille qui n'est pas contente. Donc, c'est important finalement de prendre le temps de connaître mieux la communauté, d'avoir vraiment des contacts assez approfondis pour pas que ça se retourne contre le promoteur, par exemple, ou le gouvernement, qui pensait avoir bien fait et qui finalement se retrouve à avoir même une poursuite dans certains cas qui peut bloquer à nouveau le projet. Vous vous en douterez, il y a des niveaux de consultation. Parfois, un projet peut avoir un impact très important sur une communauté ou pas. Ça, c'est un diagramme qui n'est pas officiel, mais basé sur la jurisprudence, en tout cas mon interprétation à tout le moins de la jurisprudence. Donc, la Cour suprême va parler d'un spectre de la consultation. Donc, dans certains cas, si le droit en question, qu'il soit un droit ancestral ou un droit de traité, par exemple, est revendiqué, mais que finalement il n'y a pas beaucoup de preuves, ou du moins les gouvernements ou les tribunaux n'ont pas beaucoup de preuves par rapport à ce droit. On parle de la solidité de la preuve de l'existence du droit. Si la preuve est faible et que d'un autre côté, sur l'autre axe, la gravité des effets projetés du projet en question est faible. Dans ce cas-là, peut-être ça va juste être une consultation sommaire. Donc, par exemple, d'envoyer une lettre, peut-être avoir une rencontre, mais pas une consultation plus approfondie. À l'inverse, lorsque c'est vraiment très clair que le droit est reconnu, dans certains cas, on a des décisions, par exemple, dans la décision de Trans Mountain, il y a une des communautés, les Stolo, qui ont une décision de la Cour suprême qui reconnaît leur droit de pêche exactement là, à côté de où
le pipeline va passer. Dans ce cas-là, c'est sûr que le droit est vraiment très clair et prouvé. Et ensuite, la question se posera, bon, la gravité des effets, mais on peut se rendre jusqu'au consentement. Et après, bon, il y a un autre test pour savoir si, par exemple, ça pourrait être justifié, l'atteinte, mais disons qu'on part du principe que dans certaines situations, le consentement de la communauté peut être nécessaire. Au niveau du processus de consultation, et là, bon, il y a quand même plusieurs décisions maintenant qui ont parlé de ça, il y a une nécessité de bonne foi des deux côtés, donc ce n'est pas juste du côté de la couronne, du côté des communautés aussi, de communiquer finalement toute l'information nécessaire d'une façon aussi qui peut être digérée par les communautés dans la décision Clyde River qui se passe en fait au Nunavut, au territoire du Nord-Ouest, en tout cas dans l'Arctique. Le fédéral avait transmis des documents de 4000 pages par Internet. Et bon, la connexion Internet est vraiment pas très bonne, donc c'était quasiment impossible pour eux de télécharger le document. Donc la Cour suprême en parle, il faut que la façon comment l'information est transmise soit claire, résumée, qu'on ne soit pas enseveli, que les communautés ne soient pas ensevelies sous les documents techniques. Finalement, ils ne sont pas capables de déterminer si oui ou non il va avoir un impact. La question du financement est soulevée de façon très claire dans les dernières décisions, en 2017-2018, que les communautés doivent être soutenues. La couronne a une obligation de consulter, mais elle doit aussi faciliter finalement la réception de cette information-là de la part des communautés. Ça peut impliquer du financement pour payer des experts, des hydrologues, des ingénieurs miniers, etc., des avocats, pour qu'ils puissent finalement mieux comprendre et mieux pouvoir s'exprimer par rapport à l'impact projeté des mesures. Et ben, ça, c'était intéressant dans la décision de la Cour d'appel fédérale, donc dans Trans Mountain, pour ce projet-là, en fait, dans la décision on parle de, je pense qu'il y avait 11 ou 12 communautés qui étaient affectées par le projet, et la couronne avait un peu centralisé toute l'information sans nécessairement faire des études précises par rapport à l'impact du pipeline pour chaque communauté, et la Cour vient dire non, il faut que ça soit vraiment spécifique par rapport à chaque communauté. Donc c'est sûr que ça rend le processus plus onéreux pour la couronne ou pour le promoteur qui finalement, et on va le voir, est celui qui doit faire les études d'impact. Mais donc ça c'est un gros changement à mon avis, que ça soit très clair, qu'il faut que ça soit vraiment très spécialisé, très adapté finalement l'étude d'impact par rapport à chaque communauté impliquée. Dans le cas de pipeline, que ce soit Énergie Est qui risque de recommencer, ou Trans Mountain, etc., c'est sûr qu'il y a quasiment des centaines de communautés qui sont touchées. Donc ça donne pas mal de travail aux personnes qui travaillent sur les études d'impact. Il faut que la couronne soit aussi ouverte à la possibilité finalement que le résultat de la consultation, c'est qu'il faut rejeter le projet dans une situation évidemment où on est dans le spectre assez élevé plutôt que consultation sommaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler aussi de la bonne foi de la part des communautés autochtones. Donc il y a quand même une obligation de participer, à moins que peut-être dès le début, ça soit très clair, qu'il y ait des préoccupations très importantes par rapport aux impacts. Je pense que si c'est soutenu, par exemple, un refus ou en tout cas un refus de vouloir voir le projet aller de l'avant, peut-être que dans ce cas-là, si c'est motivé, si on veut, peut-être que ça serait possible de ne pas participer. Mais de façon générale, si les Autochtones finalement ne participent pas du tout, ça va être perçu comme étant de mauvaise foi par les tribunaux.
C'est important, évidemment, d'être unis, parce que parfois c'est assez facile quand les communautés sont divisées de jouer un peu avec ça, d'exprimer aussi quels sont, et tôt dans le processus, quels sont les risques ou les préoccupations des communautés. C'est ça, dans la mesure où c'est quelque chose que les communautés qui ne sont pas trop contre le projet pour des raisons valables, de se montrer flexibles et de négocier, de faire des compromis. On va souvent poser la question, est-ce qu'ils ont un droit de veto? Je ne crois pas qu'il faille l'exprimer ainsi. C'est davantage, oui, il y a un droit dans certains cas, quand on est dans un spectre un peu plus élevé, de ne pas donner son consentement, mais ça doit être raisonné ou raisonnable. C'est pas juste, par exemple, si je donne l'exemple d'une communauté qui aurait toujours participé, qui aurait, par exemple, négocié une entente et qui semblait finalement montrer d'être en faveur du projet tout au long du processus, et que juste à la dernière minute, 2 semaines avant le moment où le certificat finalement, par exemple, d'autorisation serait donné, dirait non, on est contre. Si un droit de veto existait, effectivement, peut-être que ça serait acceptable. Alors que là, il y a vraiment une question qu'il faut que finalement il y ait de la bonne foi tout au long du processus. Donc, il peut avoir un droit de ne pas donner son consentement, mais il faut que ça soit quand même exprimé de bonne foi et tout au long du processus, et qu'il y ait une volonté finalement de coopérer. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, la communauté va nécessairement dire oui au projet. La couronne doit vraiment prendre en compte, il ne faut pas que ça soit juste un processus un peu de procédure, de s'asseoir, d'écouter, de prendre des notes. Dans le cadre de Trans Mountain, c'est exactement ça que la Cour d'appel dit, finalement que la couronne s'est assise, a pris des notes, mais qu'il n'y a eu aucune modification, aucune volonté réelle de modifier finalement le projet en tenant compte de l'information qui avait été donnée par les communautés. Donc il faut, ça va être perçu comme étant de la mauvaise foi. Évidemment, une volonté de réduire les impacts négatifs, et donc notamment au niveau environnemental et l'impact que ça peut avoir sur l'exercice des droits ancestraux. Et dans certains cas, de donner une indemnisation, finalement, si ce n'est pas possible de minimiser les impacts sur les droits ancestraux, qu'une indemnisation soit donnée, que ce soit de la forme monétaire ou, par exemple, de bénéfices. Beaucoup de communautés souhaitent, par exemple, ils ont besoin de plus d'emplois pour leurs membres, surtout les communautés éloignées. Parfois, ça peut être, évidemment, il y a un taux de chômage élevé. De plus en plus, ce que je vois, c'est parce que parfois, c'est l'arrimage entre les emplois, par exemple, dans une mine, ne vont pas toujours se faire très, très bien. Donc, on va mettre plus d'emphase en fait sur des contrats qui sont octroyés. Donc, il y a plus d'autonomie au niveau de la mise en œuvre du service ou du contrat qui doit être fait. Donc, les communautés vont mettre plus d'emphase à obtenir un certain pourcentage du travail qui serait fait, que ce soit en amont ou pendant la durée de la mine ou à la fin du projet. Mais que ce soit les communautés ou des compagnies locales de la communauté qui prennent en charge le processus. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être incluses dans des ententes. Donc ça terminerait la partie qui est purement obligation de consulter les Autochtones. Et je continuerai, peut-être on garde les questions pour la fin. Ça n'a l'air trop... Ouais. Je pense que c'est peut-être... Ouais. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est mieux. C'est ça, je vais continuer, puis les questions seront à la fin. Donc, suite donc, à cette explication par rapport à l'obligation de consulter,
Je vais regarder davantage l'interaction avec le processus d'évaluation environnementale. Très brièvement, je ne peux pas donner un cours sur tout. Donc, pour résumer, et ceux qui sont experts dans le domaine, corrigeants, mais pour résumer, par exemple, lorsqu'il y a un projet quelconque, il peut y avoir une partie où il y a juste des permis, des autorisations ministérielles qui sont données. Donc, ça peut être le ministère de l'Environnement, par exemple, au Québec, ou différents ministères, que ce soit au fédéral ou au provincial. Donc, des permis plus pour certaines activités qui vont avoir un impact sur l'environnement, mais sans qu'il y ait une participation du public ni une étude d'impact en tant que telle qui va être faite. Et ensuite, lorsque il va avoir un impact plus important, les risques sont plus importants, il y a la procédure finalement d'évaluation, d'examen d'évaluation des impacts environnementaux, et ça inclut différentes étapes, notamment donc, où le promoteur va donner son avis de projet. Ensuite, le gouvernement donne une directive au promoteur par rapport à l'étude d'impact qui doit être faite. Si l'étude d'impact est faite, je résume. Ensuite, est-ce qu'elle est recevable ou non? Il peut avoir, il peut avoir des audiences publiques. Bon, ici, au Québec, ce serait le BAP. Et ensuite, une recommandation et le certificat d'autorisation qui est donné par le gouvernement. Donc, à toutes ces étapes, ou à certaines de ces étapes, l'obligation de consulter peut être générée. Et dans certains cas, les Autochtones vont participer aussi. Donc, il y a une certaine interaction entre les deux processus. En théorie, la consultation des Autochtones, et ça, pendant un bout de temps, ce n'était pas clair, mais là, ça a été mentionné à plusieurs reprises dans la jurisprudence, que le processus de consultation des Autochtones doit être distinct. Donc, la couronne ne peut pas se fier au processus, par exemple, du BAP, où il y a tel ou tel groupe qui vient et qui présente ses préoccupations. Si les communautés autochtones viennent présenter leurs préoccupations et que c'est pris en compte, par exemple, dans un rapport du BAP, le gouvernement ne peut pas simplement voir, il y a telle ou telle communauté qui a exprimé telle ou telle préoccupation, et donc je vais en tenir compte, et ensuite j'émets mon certificat d'autorisation. Ça, c'est clair qu'il faut qu'il y ait une consultation distincte avec les Autochtones. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, souvent, en fait, le gouvernement va un petit peu, pas toujours être présent, et pas toujours, finalement, avoir un processus distinct. Donc ça, c'est un peu la lutte qu'on a en tant que représentant de communautés autochtones. Et donc, à diverses étapes, la question se pose, est-ce qu'on exige que le gouvernement consulte nos clients de façon distincte, ou est-ce qu'on décide de participer finalement dans le processus avec tout le monde, sachant que si on ne le fait pas, peut-être que ça va se retourner contre nous, qu'on n'a pas été de bonne foi, on n'a pas participé, on n'a pas transmis l'information, ils n'avaient pas l'information, etc. Donc c'est un peu toujours un dilemme. Par rapport aux autorisations ministérielles, donc pas dans le processus de l'étude d'impact et de l'examen des impacts, c'est clair qu'il y a, par exemple, si dans le cadre d'un projet éolien, s'il y a de la coupe d'arbres ou de la construction de routes, et donc il y a seulement un permis, seulement une autorisation qui est nécessaire, et non toute une étude d'impact, donc plus en amont du processus, l'obligation de consulter les Autochtones existe à ce moment-là, parce que au moment de l'émission même du permis, de l'octroi du permis pour couper des arbres, c'est une action qui peut avoir un impact sur les droits ancestraux revendiqués. Donc cette autorisation-là elle génère l'obligation de consulter, donc souvent quand même assez en amont.
Et ça peut, par exemple, dans des cas où la communauté est vraiment très contre le projet, ça peut être le moment où il va y avoir une révision judiciaire de l'autorisation et finalement le projet est arrêté dès ce moment-là. Dans d'autres cas, ça va être plus tard dans le processus. Et donc, si on regarde les différentes étapes, c'est sûr qu'au niveau, et là, bon, il y a certains changements qui ont eu lieu donc, dans la nouvelle, au niveau québécois, là, au niveau des modifications législatives, au niveau de la directive avant, donc la directive qui informe le promoteur par rapport à l'étude d'impact qu'il doit faire. Si, par exemple, la directive ne pose pas du tout de questions par rapport à l'utilisation du territoire par les Autochtones, c'est sûr que cette information-là ne va pas être portée à l'attention du gouvernement. Parce que le gouvernement ne va pas nécessairement, de façon parallèle, poser la question aux communautés. Donc, c'est souvent par le biais, finalement, de l'étude d'impact que le gouvernement va obtenir l'information, même si, théoriquement, ce n'est pas le gouvernement, c'est pas le promoteur qui est censé faire la consultation. Le gouvernement va obtenir cette information par le biais de l'étude. Donc, ce qui est intéressant avec les changements, puis je vais en parler plus tard, mais les communautés ont la possibilité d'influencer et de demander à ce que l'information par rapport aux enjeux qu'eux considèrent sont majeurs et que cette information-là peut se retrouver dans l'étude d'impact. Donc ça, c'est un changement, je pense, qui est positif. Donc, si on regarde les différents niveaux d'interaction, au niveau de l'étude d'impact elle-même, le contenu, en fait, maintenant, depuis quand même plusieurs années, le gouvernement, ça c'est une des questions standards là, qui vont demander, en plus de demander par exemple l'impact sur la faune ou la flore. Donc ça, indirectement, on peut voir, si on sait que par exemple certains animaux qui sont chassés par des communautés autochtones vont être impactés par le projet, on comprend qu'indirectement, ça va avoir un impact sur les communautés autochtones qui utilisent le territoire. Mais en fait, maintenant, de façon générale, des questions spécifiques vont être posées par rapport à l'utilisation du territoire par les Autochtones. Donc, l'étude d'impact génère de l'information et génère aussi de l'information technique pour que les Autochtones puissent savoir à quel point le projet va les impacter. Parce qu'évidemment, eux ne connaissent pas le projet, c'est le promoteur qui connaît son projet. Donc, c'est quand même utile de pouvoir avoir cette information-là. Mais encore faut-il que la directive ait été bien faite pour pouvoir générer cette information-là. Donc, on travaille là-dessus. Bon, on en a parlé dans le cadre des audiences publiques. C'est certain que souvent des communautés vont décider de participer. On le voit que c'est pas toutes les communautés vont le faire. C'est pas nécessairement, bon, c'est souvent en français, par exemple au Québec, il y a quand même peut-être la moitié des communautés autochtones qui parlent leur langue, admettons, et l'anglais. Donc, tous les documents vont être en français généralement. Donc, ça crée un blocage important. Donc, ça, c'est un frein, mais il y a quand même des communautés qui vont participer. Et dans les faits, en fait, il va quand même avoir pas tant d'interaction entre le gouvernement directement et la Première Nation. Donc, ça va souvent passer par le promoteur ou par le processus d'évaluation environnementale. Bon, ça, vous ne voyez probablement pas très bien, mais c'est un peu le schéma pour un projet minier où on voit qu'il y a différentes autorisations, que ce soit au niveau des autorisations minières. Et là, chaque fois, ça génère finalement une obligation de consulter. Et après, en parallèle, le processus d'évaluation environnementale qui peut aussi générer une obligation de consulter. Et parfois, on peut avoir, en plus de ça, le fédéral qui aura ses propres besoins de consulter. Donc, ça peut
ça peut quand même générer, dans le cadre d'un projet qui est quand même important, ça peut générer un processus assez étendu. Mais bon, ça n'a pas toujours lieu au moment où c'est censé, en théorie, avoir lieu. Par rapport à certains exemples concrets, notre rôle, nous, en fait, souvent, on va... en fait, une grande partie de notre rôle pour nos communautés, c'est juste d'amener de l'information, finalement, de digérer un peu de l'information qui n'est pas nécessairement juridique en tant que telle, et de faciliter un peu la chose, les informer des moments où il y a une obligation de consulter, s'ils veulent contester, par exemple. Bon, après, il y a toute la question de la négociation d'entente sur les répercussions et les avantages, qui est liée, qui là encore s'intègre dans le processus aussi d'évaluation environnementale. Généralement, on ne va pas signer une entente avant que l'étude d'impact soit sortie, pour qu'on sache quels sont les impacts et à quel point, finalement, il faut qu'il y ait des compensations. Bon, le rôle peut aussi être évidemment de contester certaines de ces autorisations-là, donc ou un contrôle judiciaire, ou dans certains cas des demandes d'injonction, ou différentes demandes. Bon, différentes communautés vont avoir une approche différente. Donc, on a vu différentes options, et prenant en compte le fait qu'évidemment l'accès à la justice, comme on sait, est très coûteux. Donc ça peut, ce qui est malheureux un peu parfois avec ça, je trouve, c'est que c'est pas nécessairement les communautés, en tout cas c'est souvent, disons, les communautés qui ont le plus de moyens, qui peuvent finalement se permettre de contester une autorisation, et celles qui parfois sont en fait plus proches du territoire et peut-être moins éduqués, qui ont moins accès, qui ont eu finalement moins de développement économique et qui ont moins de ressources, qui vont être plus affectés par un projet, mais en fait, ils ont moins de ressources pour pouvoir s'opposer au projet. Donc, c'est dommage. Si le gouvernement et les promoteurs respectaient davantage tout le processus, dans ce cas-là, il y aurait plus d'égalité au niveau du respect finalement de leurs droits ancestraux. Et ce serait moins basé sur la capacité d'aller contester et aller en justice. C'est un commentaire éditorial. Bon, quelques exemples pratiques qui sont évidemment pas tous de ma pratique. Et je vais peut-être accélérer un tout petit peu pour qu'on puisse avoir davantage de questions. Dans le cas d'Anticosti, en fait, moi, je fais pas vraiment de litige en tant que tel, donc c'est des collègues de mon bureau qui ont travaillé dans ce dossier-là. Donc, on représentait les Inuits des Quanchit, qui sont juste au nord de Mingan, en fait, près de Mingan, juste au nord d'Anticosti. Et donc, dans ce cas-ci, c'était un processus, vous avez probablement entendu parler là, mais de l'exploration pour la fracturation hydraulique, pétrole et gaz. Donc, il y avait certains défis parce que, en fait, les Inuits, bon, ça fait, comme vous le savez peut-être, l'île d'Anticosti a appartenu à un certain chocolatier, M. Meunier. Donc, l'île était privée pendant, je pense, à partir de la fin du 19e siècle. Donc, l'exercice finalement de leurs droits, traditionnellement, les Inuits utilisaient l'île, donc c'est pas très très loin pour eux, là, ils allaient sur l'île d'Anticosti, mais c'est sûr qu'avec le temps, il y avait peut-être moins de pratiques des activités traditionnelles sur l'île. Et au niveau de la fracturation, il y a beaucoup, finalement, la preuve par rapport à l'impact de ces activités-là n'est pas encore très claire, à quel point est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur les nappes phréatiques, par exemple. Donc, il y avait un certain défi. Ce n'est pas, disons, une des situations les plus claires où on a un projet d'une grosse mine ou de sable bitumineux juste à 10 km d'une communauté. Donc, à ce niveau-là, c'était quand même, il y avait un défi un peu plus grand. Donc, ici, en fait, il y a eu
des évaluations environnementales stratégiques, donc en amont des permis qui ont été demandés. Et les Inuits ont participé et ont partagé. Donc, c'est vraiment un exemple où il y a eu des mémoires qui ont été déposées de la part des Inuits. Ils ont vraiment participé, ils ont indiqué leurs préoccupations. Donc, il n'y avait aucune raison de croire que finalement l'information n'avait pas été transmise. Mais il n'y a pas eu de suite par rapport à ces informations-là. Il y a des demandes d'autorisation qui ont été faites par le promoteur. Ce n'était pas encore à un stade où il allait avoir une étude d'impact, donc c'était en fait confidentiel. Bon, ça a changé un peu avec la réforme. Mais à ce stade-là, un des problèmes majeurs, c'était finalement que les Inuits ne pouvaient pas avoir accès aux données qui avaient été transmises au gouvernement lorsqu'ils ont fait leur demande d'autorisation. Donc apparemment, il y avait 3000 pages qui avaient été transmises au gouvernement par rapport à l'impact potentiel de la fracturation, mais ça a été très difficile d'obtenir finalement cette information-là. Donc c'était la situation dans laquelle on vivait jusqu'à récemment avec la nouvelle mouture de la loi. Donc, en fait, il y a eu la demande qui a été faite en février. En avril, le ministère du Développement durable a envoyé une lettre. En fait, ce n'était pas vraiment très... Je pense qu'il considérait que c'était vraiment, on était au bas du spectre, donc c'était pour les informer. L'entreprise a eu des échanges, mais là encore, puis c'est assez typique, c'est des délais très très courts. La semaine prochaine, on peut se rencontrer à Québec, alors qu'eux sont à Mingan, bon, c'est pas juste à côté. Dans 3 jours, on se rencontre, ou dans le cas des délais, c'était 30 jours. Donc, le permis a été délivré, en fait, donc 2 mois plus tard. Et les mesures, on a indiqué que des mesures allaient être prises pour minimiser les risques, mais sans donner d'informations. Donc, en fait, le processus n'était pas informé. Il n'y avait pas assez de possibilités pour les Inuits de savoir si oui ou non ça allait avoir un impact, finalement, sur leurs droits. Donc, juste pour... l'idée, c'est d'illustrer un peu le processus de consultation et le processus d'évaluation environnementale. Et donc, les Inuits, en fait, ont contesté parce qu'il faut le faire à l'intérieur de 30 jours. Donc, ils ont consulté. Là, c'était, bon, évidemment, contre le gouvernement du Québec, puisque l'obligation c'est le gouvernement du Québec qui a cette obligation-là, mais l'entreprise est une partie intéressée. Et en fait, pendant tout puis vous en avez peut-être entendu aux nouvelles et tout ça, mais c'est pendant la délibération du juge, en parallèle, et là c'était intéressant, c'est pas toujours le cas, mais les Inuits avaient établi vraiment une bonne relation avec la municipalité et je crois que c'est l'Anticosti, c'est de la capitale, donc la ville d'Anticosti, mais bref, ils avaient fait une demande conjointe où ils avaient été impliqués pour que Anticosti soit patrimoine culturel de l'UNESCO. Et donc, finalement, le gouvernement a annulé les permis et a compensé la compagnie. Mais le juge n'a pas eu à... il a rendu un jugement, mais qui disait finalement qu'il n'avait pas à rendre de jugement. Mais ce qui était intéressant dans ce processus-là, finalement, c'est probablement, on pense que le recours des Inuits a quand même indirectement eu, à part bon, le statut au niveau de l'UNESCO et peut-être d'autres critiques politiques plus générales, le recours a quand même eu un impact. Donc, je pense qu'il ne faut pas... Parfois, il y a un peu une idée que les Autochtones ne peuvent pas gagner, etc. Je pense que parfois aussi le gouvernement, parce que dans ce cas-ci, c'est pas un juge c'est pas un tribunal qui a retiré le permis ou qui a annulé le permis, mais c'est bien le gouvernement qui a pris en compte finalement tous les facteurs et qui s'est dit que peut-être c'était pas le bon choix, la bonne démarche à suivre.
Dans ce cas-ci, on voyait que le gouvernement reconnaissait qu'il y avait une obligation de consulter distincte, mais il y avait aussi eu une participation dans le processus d'évaluation. Très brièvement, juste pour le dossier Trans Mountain est assez, illustre assez bien le fait qu'il y a souvent des questions d'évaluation environnementale et d'obligation de consulter. Donc, dans le permis pour le pipeline qui a été annulé en août dernier pour donc le pipeline des sables bitumineux là jusqu'à Vancouver. La Cour d'appel fédérale a annulé le certificat pour en fait 2 raisons, manque de consultation et aussi que même le processus d'évaluation environnementale, donc vraiment d'un point de vue purement environnemental, était vicié. Et ce qui est intéressant, puis là on revient un peu à la question de est-ce que la couronne peut se fier au processus qui est fait par, dans ce cas-ci, l'Office national de l'énergie, parce qu'il y avait quand même eu un processus de consultation, beaucoup d'informations, quand même plusieurs mois, et même, non, je pense que c'était presque 2 ans, si je ne me trompe pas, le gouvernement pensait que finalement ça avait été fait par le biais de l'ONE, et la Cour d'appel vient dire, ben, en fait, l'ONE avait mal fait son travail, et donc c'est vous auriez dû suppléer à la consultation qui a été faite par le biais de l'ONE, et qu'il ne faut pas, elle parle beaucoup un peu de déférence que le gouvernement avait envers l'ONE, et qu'il faut que finalement la consultation soit vraiment distincte. Donc, comme vous savez peut-être, maintenant, le gouvernement est en train de refaire la consultation, et ça va prendre quand même plusieurs mois là, avant que ça puisse être fini. Et là, il y avait vraiment une intégration totale finalement entre le processus de consultation qui était fait par la fédérale dans ce cas-ci et l'organisme l'ONE qui faisait et l'évaluation environnementale et la consultation. Et c'était pas satisfaisant puisque c'était pas suffisant finalement. Ouais, juste récemment, la semaine dernière, l'ONE a refait le côté environnemental et a dit que ça pouvait aller de l'avant, que les épaulards étaient en danger de toute façon. Donc, que ce soit avec des conditions supplémentaires ou pas, ça n'allait pas changer grand-chose finalement le pipeline. Mais le processus, l'autre volet là, de la décision de la Cour d'appel, c'est que l'obligation de consulter n'a pas été bien faite, donc ça continue. Bon, ça c'est un exemple intéressant, je pense, pour... donc, on a le processus d'évaluation environnementale au Québec, dans le sud, si on veut, et fédéral, mais il y a un autre modèle qui date en fait quand même des années 70, donc c'est le chapitre 22 de la Convention de la baie James et du Nord du Québec, qui établit évidemment un processus paritaire. Donc, je pense qu'on peut un peu le comparer, disons, au BAP en quelque sorte, le comité qui va examiner les impacts, donc, en fait, le comité qui va émettre la directive, non, pardon, il y a un comité paritaire, donc moitié CRI, moitié provincial, qui révise la directive au promoteur qui va faire le projet. Donc déjà en amont, au niveau de ce qui est demandé, les CRI participent à 50%, si on veut. Donc ils peuvent, sachant quand même quels sont les potentiels impacts ou les préoccupations, peuvent déjà demander en amont, au niveau de la directive, telle ou telle chose au promoteur. Donc après, le promoteur va faire son étude d'impact, va collecter l'information. Et après, au niveau de l'examen, finalement, de l'étude, là encore, c'est un comité paritaire qui va faire des consultations dans les communautés, des audiences publiques dans les communautés, recueillir davantage d'informations. Et le COMEX, dans ce cas-ci, émet une recommandation au gouvernement du Québec. Par exemple, si c'est dans
il y a un comité fédéral et un comité provincial, mais admettons que c'est au niveau provincial. Dans ce cas-ci, c'est un exemple d'une mine, donc c'est provincial. Ce qui est un modèle, je pense, intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand, finalement, les Autochtones sont vraiment impliqués à l'interne, si on veut, au niveau de l'évaluation. Et donc, dans ce cas-ci, c'est un projet de mine de lithium à Nemaska. Et je vais y aller assez rapidement. Donc, il y avait un impact, c'est clair, sur la communauté, parce que c'est un projet qui est quand même très proche de la communauté. Mais les CRI, que ce soit au niveau régional et aussi au niveau donc, local pour la communauté de Nemaska, ont vraiment participé de façon importante pour faire savoir leurs préoccupations, pour être impliqués au niveau de l'étude. Ce qui s'est passé avec l'étude, en fait, c'est qu'il y avait un chapitre, et moi je les ai accompagnés dans ce processus. Il y avait un chapitre, ils étaient très préoccupés par rapport à l'impact sur le poisson. En fait, Nemaska, ça veut dire poisson, donc c'est le lieu du poisson. Ils étaient préoccupés par les effluents dans les lacs et dans le système hydraulique. Donc, on a fait faire en fait une autre étude, et ça a été financé en fait par le fédéral, parce qu'il y avait aussi une évaluation fédérale, c'est pour ça. Et c'était vraiment intéressant de voir comment, quand on reçoit l'information, quand on a finalement la possibilité d'aller faire une autre étude, ça donne beaucoup de pouvoir à la communauté d'aller chercher l'information elle-même et aussi d'être rassurée, parce que parfois il y a aussi des peurs qui ne sont pas nécessairement fondées. Mais là, on est vraiment allé chercher quelqu'un d'indépendant qui a pu faire une étude, une petite étude, ce n'était pas toute l'étude, mais juste par rapport à l'impact sur l'eau, parallèle, et poser d'autres questions aux promoteurs pour finalement aller plus loin. Et dans ce cas-ci, la communauté n'a pas du tout contesté. Au contraire, il y a la Corporation de développement économique qui a même investi dans la compagnie. Donc, ça, c'est une autre dynamique intéressante. Mais c'est un modèle, je pense, qui est intéressant et qui a été discuté dans le processus de réforme législative, d'avoir un modèle paritaire, finalement, de co-gestion de l'évaluation environnementale. Ouais. C'est ça, ce qui était intéressant, un des aspects intéressants, c'est quand le comité, finalement, qui évalue l'étude, quand elle est composée de CRI, est-ce que c'est elle, et la question, je ne pense pas qu'il y ait de réponse nécessairement, est-ce que c'est cette entité-là qui est en train de consulter? Non, théoriquement, c'est le gouvernement, mais finalement, toute la responsabilité de l'étude ou de l'examen de l'étude est faite par une entité qui est moitié CRI. Donc, si jamais, par exemple, il y avait eu une contestation, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de ceux qui révisaient l'étude du promoteur? Mais bon, la question, c'est pas eu à se poser, mais moi, je me pose la question. Et là, juste très brièvement, pour savoir que parfois, ça arrive, donc dans le même régime d'autorisation environnementale, donc sous la Convention de la baie James, il y a eu un projet dans une communauté voisine, donc à Mistassini, de mine d'uranium. Et il y a eu certaines études, etc., qui ont été faites. Bon, je passe les détails. Mais ce même comité, donc paritaire, a recommandé que le projet n'aille pas de l'avant. Ce comité n'est pas décisionnel. C'est vraiment le gouvernement c'est le ministère du développement durable qui prend la décision. Le comité émet une recommandation. Donc, dans ce cas-ci, le COMEX a recommandé que le ministère n'émette pas le certificat, à moins que le consentement, donc on a vraiment utilisé le terme consentement, de la communauté de Mistassini par le biais de son conseil de bande soit obtenu. Et c'est un peu une drôle de formulation parce que c'est à moins d'avoir le consentement de la communauté de Mistassini par le biais de son conseil au sujet de l'acceptabilité sociale du projet au sein de la communauté. Puis bon, finalement, le gouvernement a décidé de ne pas émettre
le certificat, Stratéco a poursuivi le gouvernement du Québec, etc. Là, je pense que c'est dans la Cour d'appel du Québec en ce moment. Mais tout ça pour dire que il y a quand même des situations où, effectivement, là encore, dans ce cas-ci, le gouvernement aurait pu ne pas suivre la recommandation de ce comité paritaire-là. Or, il a décidé de le suivre. Donc, on peut voir comment, quand il y a plus d'implications, peut-être que, effectivement, les décisions, clairement, vont être différentes. Donc, au niveau québécois, la loi, donc là, je vais parler des processus de réforme et à quel point est-ce que l'obligation de consulter a été intégrée dans ce processus de réforme-là. Au niveau, donc, la loi sur la qualité de l'environnement, qui a été, donc, une nouvelle version de la loi est entrée en vigueur, c'était en 2017, avec certaines sections qui entrent en vigueur en 2018. Tout le processus de modification de la loi, il n'y a pas eu de consultation donc, avec des communautés autochtones du tout. Ça a créé, ou vers la fin, bon, il y a eu certaines objections de la part de communautés, mais ultimement, il n'y en a pas eu, il n'y a pas eu de modification de la loi. Il n'y a pas de référence à l'obligation de consulter, aux droits ancestraux, évidemment pas au consentement libre, préalable et informé ou éclairé, qui est le terme qui est utilisé davantage au niveau international, mais qui a certaines similarités avec le concept d'obligation de consulter. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'en fait, il y avait une volonté de ne pas reprendre dans la loi sur le développement durable de l'aménagement forestier, en tout cas l'ancienne loi sur les forêts, l'obligation de consulter, ou disons que les Autochtones avaient été intégrés à plusieurs endroits dans la loi et qu'il y avait une volonté de ne pas reproduire ce modèle-là. Je ne vais pas commenter sur les raisons pour ce choix-là, mais à tout le moins dans le processus de réforme des règlements, là on a vraiment vu une différence où en fait les communautés ont été quand même très sollicitées, un peu comme ça a été le cas au fédéral, où dès l'élection finalement du gouvernement Trudeau, il y a eu beaucoup de projets de loi et de consultation des communautés. Les règlements, la volonté c'était de réduire les délais et de réduire le nombre d'autorisations. Or, comme je vous l'ai dit, l'obligation de consulter naît lorsqu'il y a une action du gouvernement qui peut avoir un impact. Donc c'est sûr que si on coupe 30% des autorisations, ça a un impact important sur finalement l'obligation de consulter. Donc c'est pas très bon pour les communautés autochtones qui souhaitent être consultées par rapport aux décisions qui peuvent avoir un impact sur elles. Donc il y a eu quand même beaucoup d'échanges, honnêtement, entre les communautés et le gouvernement et le ministère de l'Environnement. Mais c'est un peu une conception, puis je vais réagir pour qu'on ait un peu plus de temps pour les questions. Mais c'est une conception assez très restreinte en fait des droits ancestraux. En fait, on ne parle pas des droits ancestraux, on parle des communautés autochtones, c'est tout. On se pose la question, est-ce que ça a un impact, est-ce que le projet peut avoir un impact sur les réserves, sur des camps, sur des cimetières? C'est très, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très, très, très concret et donc c'est pas conforme en fait avec la jurisprudence qui parle de droits revendiqués. Donc si on prend par exemple les territoires, je ne sais pas moi, des Inuits, des Comanches, leur territoire est très grand, il va jusqu'au Labrador. Ce que je comprends finalement, c'est que dans la conception là, du ministère de l'Environnement, si le projet va avoir un impact sur tel ou tel cimetière, mais qu'on sait qu'il y a un cimetière là, ou tel camp de chasse, ou tel, vraiment quelque chose de très spécifique, dans ce cas-là, oui, il va falloir en prendre en compte. Mais le seuil pour consulter, c'est pas aussi concret que ça. C'est davantage les droits revendiqués. Donc, c'est beaucoup plus large. Donc, il y a vraiment une erreur, à mon avis, là, au niveau de la façon comment c'est exprimé.
Donc il y a... Ouais, je pense que je vais... bref, mais donc il y a des efforts qui sont faits, mais peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Par rapport aux autorisations, et donc le règlement qui traite des autorisations pour les projets qui ont des impacts négligeables ou faibles ou modérés, donc pas quand c'est vraiment un avis de projet avec l'étude d'impact et tout ça. Ce règlement-là n'est pas encore en vigueur, donc il y a eu pas mal de consultations l'année passée, et j'ai eu l'impression, j'ai été impliquée pour certaines communautés, que le gouvernement était réceptif. Donc par exemple, parce qu'ils ont vraiment fait des listes, ils ont transmis des listes d'activités aux communautés pour savoir si telle ou telle activité, eux prévoyaient le mettre dans activité à faible risque. Est-ce que les communautés étaient d'accord? Et on a indiqué non pour telle ou telle raison. Et ces activités-là se sont retrouvées que c'était nécessaire d'avoir un permis de l'article 22. Donc là, il y aurait une obligation de consulter nécessairement, puisque c'est une action du gouvernement. Donc, il y a eu vraiment des changements entre la première version qu'on a vue en août 2017 et la deuxième version en avril, je pense, 2018, ou plutôt février. Mais là, le problème, c'est que ce règlement-là, il y a eu beaucoup d'opposition au niveau de ce que je comprends, au niveau des promoteurs, finalement, parce que le système allait être aussi compliqué et aussi long qu'avant. Donc, l'objectif de la réforme, qui était de réduire les délais et réduire le nombre d'autorisations, n'allait pas être atteint. Il va y avoir tout un autre processus de consultation qui commence bientôt. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie finalement, qu'il y ait un dialogue pour minimiser l'impact sur les communautés. Mais je dirais qu'il y a quand même du travail à faire. Au niveau fédéral, là encore, la loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 est en train d'être... Il y a eu tout un processus aussi de consultation. Les Autochtones ont été très impliqués. Le projet de loi C-69, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est devant le Sénat en ce moment, il faut qu'il soit adopté pour que les changements aient lieu, évidemment. Mais ce que ça instaurerait un processus qui impliquerait beaucoup plus les Autochtones. Donc, c'est une bonne chose. Avec des comités, avec des membres, pas tout à fait pas paritaires, comme par exemple pour la Convention de la James, mais avec certains membres qui représenteraient des communautés autochtones. Donc, en conclusion, je dirais que l'obligation est vraiment, c'est vraiment la couronne qui l'a, mais en fait, il y a plusieurs acteurs, que ce soit le promoteur, que ce soit les organismes, qui eux aussi peuvent être impliqués. Et du côté de tout le monde, je pense que c'est préférable si la consultation a lieu, ou les dialogues, disons, c'est pas une consultation quand c'est le promoteur, mais que le dialogue a lieu assez tôt dans le processus pour éviter, même pour les promoteurs, c'est pour éviter des poursuites dans le futur, c'est bon de communiquer et d'essayer d'avoir le plus d'informations possible en amont. Et au niveau des réformes, je pense qu'il y a des efforts importants qui sont faits, peut-être davantage au niveau fédéral. Je pense que la conception ou la reconnaissance des droits ancestraux est beaucoup plus forte au niveau fédéral qu'au niveau provincial, mais il y a des efforts aussi qui sont faits. Et c'est certain que dans certains cas, pour finalement faire respecter les droits ancestraux et l'obligation de consulter en vertu de l'article 35 de la Constitution, parfois un recours aux tribunaux peut être nécessaire. Mais on est sur la bonne voie par rapport au respect de cette obligation de consulter là. Donc je vous remercie.